La jeune fille serra le poulain dans une couverture et se jeta à travers un mur de feu. Le toit s'effondra juste derrière elle. Une vague de chaleur lui percuta la nuque et la projeta en avant. Elle tomba le visage contre l'herbe. Ses deux bras étaient toujours enroulés autour de la petite créature enveloppée dans le tissu. Et la dernière chose qu'elle entendit avant que tout ne devienne noir fut le hennissement de la jument dans la nuit. Ce n'était plus un cri de désespoir. C'était une mère qui appelait son enfant. Elle n'était pas la propriétaire du domaine. Elle n'était qu'une palefrenière engagée. Elle n'avait rien à son nom, à part des mains vides et un rêve inachevé. Et cette jument était la seule chose vivante laissée par l'homme le plus puissant de la côte Est. 12 heures plus tôt, elle brossait le pelage de Midnight. Elle pensait que cette nuit serait juste une autre nuit tranquille. Si cette histoire vous a touché le cœur, mettez un j'aime et partagez-la pour que plus de gens puissent l'entendre. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer la prochaine histoire. Plus tôt ce même jour, bien avant que la première étincelle ne jaillisse, Beckett Crane était assis dans le bureau au deuxième étage du domaine Perrin. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre l'horloge murale avancer, une seconde à la fois. Devant Beckett, un de ses hommes de main était agenouillé sur le plancher en bois. Les deux genoux au sol, la sueur coulant sur ses tempes. Il venait d'être surpris en train de détourner de l'argent pendant 3 mois consécutifs. Pas beaucoup, mais assez pour que Beckett le sache. Beckett savait toujours tout. Harris se tenait près de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, son visage indéchiffrable. Il était avec Beckett depuis plus de 10 ans. Et pendant toutes ces 10 années, il avait appris une chose. Plus Beckett parlait doucement, plus les conséquences étaient graves. L'homme de main leva le visage, la voix tremblante. Monsieur Crane, je sais que j'ai eu tort, mais ma femme est malade et ma fille a besoin d'argent pour ses études. Je n'avais pas d'autre choix. Beckett ne cria pas. Il ne frappa pas le bureau. Il ne se leva pas de sa chaise. Il se contenta de regarder l'homme, son regard plat et immobile comme la surface d'un lac gelé. Puis il demanda, d'une voix si basse que l'homme dut se pencher pour l'entendre clairement. « Avez-vous une famille? » L'homme hocha la tête encore, et une lueur d'espoir illumina ses yeux. Il pensait que Beckett allait l'épargner. Il pensait qu'une question sur la famille signifiait que son employeur avait encore une trace de compassion en lui. Beckett fit un léger signe de tête, comme s'il pesait le pour et le contre. Puis il dit, toujours de cette voix légère, « Alors vous devriez rentrer chez vous ce soir. Offrez-leur un bon dîner, car à partir de demain, vous n'aurez plus rien à leur ramener. » L'homme de main ouvrit la bouche, voulant en dire plus, mais Beckett avait déjà détourné le visage. La conversation était terminée. Dans le monde de Beckett Crane, une fois qu'il ne regardait plus quelqu'un, cette personne cessait d'exister. Harris s'avança, saisit l'homme par le bras et le conduisit dehors. La porte se referma sans un bruit. Beckett resta assis quelques secondes de plus. Aucun regret, aucune colère. Il avait géré cela comme on coupe une branche rongée par la pourriture. Il n'y avait aucun sentiment personnel là-dedans. C'était simplement quelque chose qui devait être fait. C'est pourquoi toute la pègre de la côte Est américaine craignait Beckett Crane. Non pas parce qu'il était brutal, mais parce qu'il était impitoyable d'une manière mesurée, délibérée et exacte. Il n'avait pas besoin de ses poings. Il n'avait pas besoin d'armes. Il pouvait dépouiller les gens de tout avec seulement quelques phrases plus douces qu'un murmure. Et il le faisait sans même bouger de sa chaise. Beckett se leva, ajusta la manche de son costume et sortit de la pièce. Il parcourut le couloir du deuxième étage, descendit l'escalier et sortit par la porte arrière du domaine. Ses pas le portèrent vers l'écurie, à l'extrémité de la propriété. L'après-midi commençait à décliner. La dernière lumière du jour déposait un voile ambré sur le domaine Crane. Le domaine était Vatt, situé dans la banlieue de Virginie, entouré d'une clôture en fer et gardé par un service de sécurité 24 heures sur 24. De l'extérieur, c'était un haras de pur sang appartenant à un riche homme d'affaires. De l'intérieur, c'était le centre opérationnel d'un empire qui n'apparaissait sur aucun document, nulle part. Beckett se dirigea vers l'écurie et en l'espace d'environ 20 pas, de la porte arrière du domaine à la porte de l'écurie, quelque chose d'étrange se produisit. Ses épaules s'abaissèrent, sa mâchoire n'était plus serrée. Son rythme ralentit, comme si chaque pas vers l'écurie enlevait une couche de l'armure invisible qu'il portait toute la journée. Car à l'intérieur de cette écurie, il y avait une jument devant laquelle même Beckett Crane ne pouvait rester froid.
Beckett poussa la porte de l'écurie et entra. Jolene se tenait à côté de Midnight, une brosse à la main, la passant doucement sur le dos de la jument noire. Midnight se tenait immobile, les yeux mi-clos, son ventre rond et plein d'un poulain presque à terme. Jolene entendit le bruit de pas, se retourna, baissa la tête en guise de salut, puis recula d'un pas. Elle ne regarda pas Beckett directement dans les yeux. En 4 mois de travail au domaine Crane, Jolene avait appris certaines choses sans que personne n'ait jamais eu besoin de les lui enseigner. Les gens qui venaient voir Beckett inclinaient toujours la tête plus bas que la sienne. Les gardes autour du domaine portaient toujours des costumes sombres, boutonnés haut, se déplaçant avec une menace silencieuse, leurs yeux balayant constamment les lieux comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. De temps en temps, des voitures inconnues arrivaient dans la nuit et repartaient avant l'aube. Jolene ne posait pas de questions. Elle n'avait pas besoin de savoir qui était Beckett Crane dans le monde au-delà des portes du domaine. Elle avait seulement besoin du travail, d'un toit sur sa tête et de la chance de rester près des chevaux. C'était l'accord silencieux qu'elle avait passé avec elle-même en acceptant de travailler ici. Beckett ne regarda pas Jolene. Il alla directement vers Midnight et posa sa main droite sur le front de la jument noire. Midnight émit un petit hennissement doux et frotta sa tête contre sa paume. Et à ce moment-là, quelque chose se produisit à quoi Jolene ne s'était jamais habituée, même après l'avoir vu de nombreuses fois. Le visage de Beckett changea. Pas de beaucoup. Seuls les traits rigides de son visage s'adoucirent un peu, et le froid dans ses yeux se réchauffa d'un infime degré. Juste un peu, mais c'était assez pour que Jolene comprenne que l'homme qui se tenait devant cette jument noire n'était pas le même homme que tout le domaine craignait. Il caressa le chanfrein de Midnight. Lentement, comme si elle avait la créature vivante au monde à qui il s'autorisait de la tendresse. Jolene recula d'un autre pas et resta immobile, ne voulant pas briser ce moment. Beckett resta un moment à côté de Midnight, puis se tourna vers Jolene, sa voix retrouvant sa forme habituelle, brève et concise. Pas un mot de trop. Comment va-t-elle? Jolene répondit, les yeux baissés. Midnight va bien. Le poulain se développe bien. Il devrait naître dans environ 2 semaines. J'ai remarqué qu'elle mange moins ces derniers jours, mais c'est normal à ce stade. Je la surveille toutes les nuits. Beckett hocha la tête et ne demanda rien de plus. Il regarda Jolene une seconde de plus, comme s'il mesurait quelque chose en silence. Puis il dit du même ton plat. Ce cheval vous fait confiance. Elle ne fait pas confiance à beaucoup de gens. Après cela, Beckett se retourna et sortit de l'écurie sans attendre la réponse de Jolene. Jolene resta là, regardant son dos disparaître derrière la porte. Elle ne comprenait pas le poids de cette phrase. Dans le monde de Beckett Crane, la confiance était la chose la plus extravagante de toutes, plus coûteuse que n'importe quel pur sang dans cette écurie. Et quand il disait que Midnight lui faisait confiance, ce n'était pas un compliment. C'était la confirmation que Jolene avait réussi un test dont elle ignorait même l'existence. Mais Jolene n'était que la fille aux chevaux. Elle se retourna, posa la brosse, passa une main douce sur l'encolure de Midnight et murmura « Tout va bien maintenant, ma belle. Il n'y a que toi et moi. » Midnight émit un doux hennissement et pressa son nez contre l'épaule de Jolene. Jolene sourit, un sourire rare qu'elle ne réservait qu'aux chevaux. Dehors dans la cour, Beckett monta dans la voiture noire qui avait déjà été démarrée pour lui. Harris était assis sur le siège passager avant, téléphone en main, confirmant une réunion avec un partenaire commercial dans une ville à environ 1 heure de route du domaine Bischofsfin. Avant que la voiture ne démarre, Beckett baissa la vitre, appela le chef de la sécurité et ne dit qu'une seule phrase. « Surveillez l'écurie. Midnight est sur le point de pouliner. S'il arrive quoi que ce soit à ce cheval, c'est à vous que je demanderai des comptes. » Le garde hocha la tête, son visage se crispant aussitôt. La voiture quitta le domaine, ses feux arrière glissant le long de la rangée d'arbres avant de disparaître dans l'obscurité. La nuit tomba. Le domaine Crane sombra dans le silence et personne dans le domaine ne savait que cette nuit deviendrait la plus longue que cet endroit ait jamais connue. Vers 2 heures du matin, Jolene se réveilla en sursaut dans son lit, dans les quartiers du personnel. Elle n'eut pas besoin d'entendre clairement pour savoir que quelque chose n'allait pas. Le hennissement de Midnight venait de l'écurie, mais ce n'était pas le son ordinaire que Jolene entendait tous les jours. C'était un son de douleur, court, urgent, répété encore et encore, comme si la jument essayait d'appeler quelqu'un à l'aide sans savoir comment demander.
Jolene enfila ses chaussures et courut dehors, traversant la bande de cours sombre entre les quartiers du personnel et l'écurie. La nuit était froide et une fine couche de rosée recouvrait l'herbe, mais elle ne le remarqua pas. Elle poussa la porte de l'écurie, entra et vit Midnight. La jument noire était couchée sur le côté dans la paille, son ventre se contractant par vagues, les blancs de ses yeux visibles. La sueur avait trempé son plage noir brillant, et chaque respiration lourde sortait un jet blanc et pâle dans l'air froid. Jolene tomba à genoux à côté de Midnight, posa une main sur l'encolure de la jument et sentit les battements frénétiques de son cœur. Midnight était en train de mettre bas, 2 semaines plus tôt que prévu. Jolene sortit son téléphone et appela le vétérinaire. Le téléphone sonna 4 fois avant que quelqu'un ne réponde, la voix pâteuse de sommeil. Jolene décrivit rapidement l'état de Midnight. Le vétérinaire dit qu'il viendrait tout de suite, mais même au plus vite, cela prendrait encore plus d'1 heure. Jolene raccrocha et regarda Midnight. 1 heure? Cette jument n'avait pas 1 heure, Ether. Elle vérifia. Sa main glissa derrière la jument, sentant la position du poulain, et son cœur se serra. Le poulain était à l'envers. Ses pattes arrière venaient en premier au lieu de ses pattes avant. Si le poulain n'était pas retourné dans la bonne position, la mère et le bébé seraient en danger. Et pour retourner un poulain dans le corps d'une jument, il fallait un vétérinaire expérimenté. Ou il fallait quelqu'un qui avait un jour appris assez pour savoir exactement ce qu'il fallait faire. Jolene ferma les yeux une seconde. Sa main tremblait. Elle n'était qu'une fille qui avait abandonné ses études, qui n'avait jamais obtenu le diplôme de vétérinaire dont elle rêvait depuis l'âge de 17 ans. Son père était mort dans un accident de travail alors qu'elle était en 3e année. Sa mère était tombée gravement malade et était décédée 2 ans plus tard. Jolene avait quitté l'école, tout quitté, et n'avait gardé qu'une seule chose pour elle. La connaissance dans sa tête que personne ne pouvait lui enlever. Et ce soir, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle en avait besoin. Jolene ouvrit les yeux, prit une profonde inspiration et commença. Elle puisa dans le souvenir des cours de sa 3e année, se souvint des illustrations dans le manuel, se souvint de la voix de son professeur expliquant une naissance en siège chez un cheval. Étape par étape, étape par étape. Ne pas se presser, ne pas paniquer. Elle parla à Midnight d'une voix calme et régulière. « Je sais que ça fait mal, mais tu dois me faire confiance. Peux-tu me faire confiance? » Midnight émit un doux hennissement, ses yeux fixés sur Jolene, puis resta immobile. La jument lui faisait confiance, exactement comme Beckett l'avait dit cet après-midi. Elle ne faisait pas confiance à beaucoup de gens, mais elle faisait confiance à Jolene. Jolene retourna le poulain lentement, patiemment, sentant chaque mouvement à l'intérieur avec ses mains. Midnight poussait de petits cris, son corps frissonnant, mais elle ne se débattait pas. La sueur coula sur le front de Jolene et tomba dans la paille. Elle ne savait pas combien de minutes s'étaient écoulées. Peut-être 10, peut-être 30. Le temps n'avait plus de sens dans cette écurie sombre la nuit. Il n'y avait que ses mains, le corps de Midnight et le poulain qui luttait pour venir au monde. Puis elle le sentit, les 2 pattes avant du poulain glissant dans la bonne position. Jolene tira doucement, mi-poignard. Midnight poussa, et en un instant glissant, chaud et tremblant, le poulain se libéra. Noir de la tête à la queue, minuscule, trempé, frissonnant sur la paille. Il poussa un petit cri faible, le premier son d'une créature qui venait d'entrer dans le monde. Midnight leva la tête, regarda son bébé, puis commença à lécher la membrane qui collait au corps du poulain. Chaque coup de langue était lent, patient, l'instinct d'une mère jument qui n'a besoin d'aucun enseignement. Jolene s'affaissa à côté d'eux, le dos contre le mur du box, les 2 bras vidés de leur force. Des larmes coulèrent sur son visage et elle ne prit même pas la peine de les essuyer. Pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait senti qu'elle avait fait quelque chose qui comptait vraiment. Peut-être que ce soir était la première fois depuis très longtemps. Elle regarda le poulain et soudain un nom lui vint à l'esprit. Cole, noir comme du charbon, petit et fragile, mais vivant comme elle. Jolene resta assise là, regardant Cole essayer de se lever pour la première fois. 4 longues pattes maladroites, encore instables sous le poids de son propre corps, tremblantes, fléchissant, basculant sur le côté. Jolene se précipita pour l'aider.
ses deux mains tenant le corps du petit poulain, le soulevant. Cole trembla, mais essaya de nouveau. Ses pattes avant se stabilisèrent. Ses pattes arrière vacillèrent. Puis enfin, il trouva son équilibre. Jolene guida Cole vers Midnight pour qu'il puisse téter. Cole enfouit sa tête contre le ventre de sa mère et commença à boire, sa petite queue courte frétillant. Midnight tourna la tête pour le regarder et ses yeux s'adoucirent. Puis Midnight fit quelque chose que Jolene n'avait pas prévu. La jument noire tendit son cou vers elle et frotta doucement son nez contre la main de Jolene, lentement. En 4 mois que Jolene s'était occupée de Midnight, la jument ne l'avait jamais approchée d'elle-même. Elle avait permis à Jolene de la brosser, de l'examiner, mais elle avait toujours gardé une distance. La seule personne que Midnight avait jamais activement recherchée était Beckett. Mais ce soir, après que Jolene venait de les sauver, elle et son bébé, Midnight pressa son nez dans la main de Jolene. Jolene ne dit rien. Elle posa simplement sa main sur le nez de Midnight et la maintint là. Elle s'assit contre le mur du box, veillant sur Midnight et son poulain. Cole avait bu à sa faim et gisait enroulé près de sa mère. Midnight s'était couché, sa respiration devenant enfin régulière. Les yeux de Jolene commencèrent à se fermer. La longue nuit passée à l'aider à la naissance, elle avait drainé toute sa force. Elle laissa sa tête tomber contre ses genoux et s'endormit là dans l'écurie, à côté de la jument et du poulain qu'elle avait mis au monde de ses propres mains. Dehors, le domaine Crane gisait dans le silence. Un silence trop profond. Pendant que Jolene sommeillait à côté de Midnight et de son poulain, une ombre se déplaçait dans l'obscurité au-delà de la clôture du domaine Crane. Perry Stokes savait exactement ce qu'il faisait. Il connaissait chaque angle mort de ce terrain, chaque faille dans chaque teint dans la couverture des caméras, chaque horaire de relève et le nombre de gardes à chaque rotation. Il le savait parce qu'il s'était assis à côté de Beckett 6 ans plus tôt, concevant tout le système de sécurité du domaine de A à Z. À l'époque, Stokes était le bras droit de Beckett, le seul homme à part Harris que Beckett autorisait à s'asseoir à la même table lorsque des affaires importantes étaient discutées. Les deux hommes avaient bâti un empire ensemble, partageant les risques, partageant les profits. C'était jusqu'à il y a 6 mois. 6 mois plus tôt, Beckett découvrit que Stokes avait blanchi de l'argent pour son propre compte via un canal qu'ils avaient construit ensemble. Le montant n'était pas élevé, mais ce n'était pas le problème. Le problème était que Stokes l'avait fait dans le dos de Beckett. Dans le monde de Beckett Crane, la déloyauté pesait plus lourd que la trahison elle-même. Beckett convoqua Stokes, lui dit qu'il savait tout, puis coupa les ponts. Pas de chasse à l'homme, pas de punition, seulement une rupture nette. Beckett épargna Stokes à cause des 6 années qu'ils avaient noissé côte à côte. Il pensait que c'était suffisant. Il avait tort. Stokes ne vit pas sa vie épargnée comme une faveur. Il le vit comme une humiliation. Il avait été retiré de l'empire qu'il avait aidé à construire, coupé de toute source de revenus, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Stokes passa de nombreuses nuits blanches, pensant aux années où il avait versé sa sueur dans le monde de Beckett, pensant à la façon dont il avait été écarté pour une seule erreur. La colère fermenta en haine et la haine se durcit en un plan. Et il savait exactement où frapper. Pas l'argent, pas les terres, pas les gens, le cheval. Midnight. Stokes savait que Midnight était la seule faiblesse de Beckett, la seule chose qui pouvait encore tirer de la douceur de cet homme froid. Brûler l'écurie n'était pas seulement détruire une propriété. C'était une lame plantée droite dans le seul endroit où Beckett n'avait pas d'armure. Stokes se glissa à travers la partie ouest de la clôture, là où il savait que les caméras étaient masquées par des arbres envahissants que personne n'avait encore défrichés. Il se déplaça au ras du sol, rapide et silencieux. Les 2 gardes postés près de l'écurie furent neutralisés, laissés inconscients sur l'herbe sans un bruit. Stokes atteignit l'écurie et se tint dans l'ombre, regardant à l'intérieur. Il ne savait pas que Jolene somnolait à côté de Midnight au fond du box. Il ne savait pas qu'un poulain était né quelques heures plus tôt. Il n'avait pas besoin de le savoir. Tout ce dont il avait besoin, c'était du feu. Stokes mit le feu à l'écurie. Les flammes prirent sur le bois sec et se propagèrent rapidement dans le vent de la nuit. Il resta là quelques secondes de plus, regardant les premières langues de feu lécher les murs en bois. Puis il sortit un briquet Zippo en argent de sa poche, gravé des initiales P et S sur le devant, et le posa sur l'herbe à côté de la porte de l'écurie, délibérément.
Il voulait que Beckett le trouve. Il voulait que Beckett sache qui avait fait ça. Ce n'était pas un acte destiné à être caché. C'était une déclaration de guerre. Stokes disparut dans l'obscurité, avalé par la nuit de la même manière qu'il était venu. Derrière lui, le feu grandissait, commençant à dévorer l'écurie de l'extérieur vers l'intérieur. Le bois craquait et claquait, la fumée noire s'enroulait vers le ciel nocturne, et à l'intérieur de l'écurie, Jolene dormait encore. L'odeur de fumée réveilla Jolene. Pas l'odeur familière de la paille sèche dans une écurie, mais l'odeur de bois en feu, épaisse et assez âcre pour lui déchirer la gorge. Elle ouvrit les yeux, et avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, elle vit la lumière du feu danser sur le mur extérieur du box. Les flammes avaient déjà encerclé l'écurie, se propageant de l'extérieur vers l'intérieur, se nourrissant des planches de bois secs des murs, grimpant vers le toit. La fumée noire avait commencé à s'infiltrer à l'intérieur, s'accumulant sous le plafond avant de descendre de plus en plus bas. Midnight poussa un hennissement frénétique, se mit sur ses pattes, le blanc de ses yeux brillant alors qu'elle tournait en cercle terrifié dans le box. Cole cria de panique, le cri fin et impuissant d'une créature de quelques heures seulement, couchée près des pattes de sa mère, ses propres pattes trop faibles pour le soutenir. Jolene se leva, toussant violemment à cause de la fumée. Son esprit tourna pendant une seconde ou deux. Puis l'instinct de survie frappa comme une lame. Elle regarda autour d'elle et évalua rapidement la situation. La sortie principale était à l'avant de l'écurie. Le feu s'y était déjà propagé, mais il ne l'avait pas encore complètement bloqué. Il y avait encore une ouverture assez large pour passer si elle se déplaçait rapidement, mais cette ouverture se réduisait à chaque seconde. Le feu avait commencé à l'extérieur, ce qui signifiait que la partie extérieure de l'écurie brûlait en premier. La section intérieure où elle se trouvait n'avait pas encore été touchée par les flammes, bien que la fumée soit déjà épaisse. Elle avait quelques minutes, peut-être moins, avant que toute l'écurie ne soit engloutie. Jolene réfléchit. Il y avait 3 autres chevaux dans la section extérieure, plus près de la sortie. Ils étaient adultes, forts, capables de se déplacer seuls. Midnight et Cole étaient dans la section intérieure, plus loin de la porte. Midnight venait de mettre bas, elle était épuisée, ses pattes faibles. Cole n'était né que quelques heures plus tôt et ne pouvait toujours pas marcher de manière stable. Si Jolene sauvait Midnight et Cole en premier, les 3 chevaux de la section extérieure seraient piégés une fois la sortie complètement bloquée par le feu, pendant qu'elle se débattait avec la jument et le poulain. Mais si elle courait pour sauver les 3 chevaux extérieurs en premier, elle devrait retourner dans l'écurie en feu pour aller chercher Midnight et Cole. Elle regardait Midnight, puis Cole, puis les flammes qui s'étendaient. Il n'y avait pas ni de bon choix, seulement le choix le moins terrible. Elle décida, sauver les 3 chevaux extérieurs en premier. Ils étaient près de la porte. Ils pouvaient courir seuls, ouvrir la porte pour eux, puis retourner chercher Midnight et son poulain. Il fallait faire vite. Jolene se tourna vers Midnight, attrapa la longe attachée au mur et parla rapidement, sa voix tremblante mais claire. « Je reviens. Tu m'entends? Je reviens pour toi et Cole. » Midnight poussa un hennissement sec, ses yeux fixés sur Jolene. Jolene ne savait pas si la jument comprenait, mais elle avait besoin de le dire à voix haute, besoin d'entendre la promesse elle-même pour être obligée de la tenir. Jolene lâcha Midnight, se retourna et courut vers la section extérieure de l'écurie. La fumée était plus épaisse maintenant. Elle devait rester basse, une main couvrant son nez et sa bouche, ses yeux piquant si fort qu'elle pouvait à peine les garder ouverts. La température montait rapidement, et elle sentait la chaleur presser contre la peau de son visage et de ses bras nus. Au-dessus d'elle, le bois craquait et claquait. Le toit commençait à gémir sous le poids du feu. Jolene courut dans l'allée entre les rangées de box. Devant elle, les 3 chevaux de la section extérieure étaient en panique totale, donnant des coups de pied au mur, hurlant, tournant dans l'espace exigu. Ils sentaient la fumée, voyaient le feu. L'instinct leur disait de fuir, mais il n'y avait nulle part où fuir. Jolene se jeta en avant, saisit le loquet de la porte extérieure et tira fort. La barre de fer était brûlante, lui brûlant la paume de la main. Elle serra les dents et tira de nouveau. Le loquet céda, mais les 3 chevaux ne sortirent pas. Ils se cabrèrent, se heurtèrent les uns les autres et tournèrent en rond, terrorisés,
Le feu et la fumée leur avaient fait perdre le sens de l'orientation. L'instinct leur disait de fuir, mais la peur les clouait sur place. Jolene hurla, sa voix se brisant contre le rugissement des flammes. « Allez, sortez, allez !» Elle leva les deux bras et frappa le mur du box pour faire un bruit plus fort, essayant de les pousser vers la porte ouverte. Le premier cheval s'élança. Le deuxième suivit. Le troisième hésita, tourna une fois de plus, puis se jeta enfin dehors après eux. Jolene les regarda disparaître par l'ouverture latérale et sur l'herbe à l'extérieur. 3 de sauvés. Puis elle se retourna vers la partie intérieure de l'écurie, où Midnight et Cole attendaient. Le feu s'était propagé beaucoup plus violemment que lorsqu'elle les avait quittés moins de 2 minutes plus tôt. L'allée centrale de l'écurie était maintenant épaisse de fumée, et elle ne pouvait voir à plus de quelques pas devant elle. La chaleur s'élevait devant elle comme un mur invisible, essayant de la forcer à reculer. Mais Jolene ne recula pas. Elle se pencha bas, prit une dernière bouffée d'air encore presque pur près du sol et replongea à l'intérieur. Vers Midnight, vers Cole, vers la promesse qu'elle venait de faire. Jolene replongea dans l'allée centrale et réalisa instantanément que tout avait changé pendant le bref moment qu'il lui avait fallu pour faire sortir les 3 chevaux. Le feu ne s'accrochait plus seulement au mur. Il avait grimpé jusqu'au plafond, se propageant le long des poutres en bois, dégoulinant en fragments rougeoyants de charbon ardent. Le couloir qu'elle avait traversé moins de 2 minutes plus tôt était devenu un tunnel de fumée. Elle ne voyait pas à plus de quelques pas devant elle. Jolene se mit à 4 pattes, une main glissant le long du mur en bois, l'autre couvrant son nez et sa bouche avec sa manche. Elle se souvint d'une leçon de sa jeunesse. Le feu et la fumée montent. L'air plus près du sol est plus pur. Elle rampa, se dirigeant vers la section où Midnight et Cole attendaient. Au-dessus d'elle, le toit gémit. Pas le crépitement du feu, mais le bruit du bois qui se déforme sous la chaleur, des joints qui commencent à céder, de toute la structure qui se rend lentement aux flammes. Jolene savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Si le toit s'effondrait, ce couloir serait enseveli et elle serait piégée au milieu de l'écurie. Incapable de sortir, incapable d'entrer. Elle rampa plus vite, ses genoux raclant le sol en briques chaudes, la peau de ses paumes commençant à cloquer à cause de la chaleur qui rayonnait vers le haut. Une petite poutre en bois tomba d'en haut, en feu, atterrissant juste devant elle et bloquant le passage. Jolene s'arrêta une seconde, évaluant la situation. La poutre n'était pas grande, mais elle était en feu. Elle regarda des 2 côtés. Il n'y avait pas moyen de la contourner. Elle enleva sa fine veste, l'enroula autour de ses mains, puis attrapa le morceau de bois en feu et le poussa sur le côté. La chaleur traversa le tissu. Elle serra les dents et poussa plus fort. La poutre roula, dégageant le passage. Jolene laissa la veste carbonisée derrière elle et continua d'avancer. Des boxes intérieurs, elle entendit le cri de Midnight. Pas le cri de panique de tout à l'heure. C'était différent. Court, urgent, répété, comme si Midnight l'appelait, lui demandant où elle était, lui disant de revenir. Et mêlé à la voix de Midnight, il y avait le faible cri de Cole. Ces 2 sons traversèrent la fumée et atteignirent Jolene, la tirant en avant plus fort que n'importe quelle corde. Elle rampa au-delà du virage où l'écurie se divisait en 2 sections. La section extérieure derrière elle était maintenant complètement consumée par le feu. La sortie était coupée. Jolene ne regarda pas en arrière. Regarder ne changerait rien. Il ne lui restait qu'une seule direction. Avancer vers Midnight et Cole, puis trouver une autre sortie. La chaleur monta jusqu'à ce que ses cheveux commencent à sécher et à grésiller. La peau de son visage brûlait comme si elle se tenait trop près d'une immense fournaise. Chaque respiration faisait mal, l'air chaud lui brûlant la gorge et les poumons. Elle toussait encore et encore, ses yeux piquant si fort qu'ils étaient presque fermés, ne s'ouvrant que juste assez pour voir le chemin. Ses genoux étaient écorchés vifs, ses paumes cloquaient, mais elle continuait de ramper, 1 mètre à la fois, vers le son de Midnight. Puis elle les vit. À travers le voile plus fin de fumée dans le box intérieur, Jolene vit Midnight debout, ses pattes tremblantes, son encolure baissée pour protéger Cole sous elle. Cole était couché contre le sol, blotti contre les pattes de sa mère, pleurant faiblement. Midnight avait utilisé son corps pour le protéger de la fumée, le poussant dans le coin le plus profond du box où les flammes n'avaient pas encore atteint. L'instinct d'une mère jument.
Personne n'avait appris à Midnight à faire ça. Mais elle savait comment protéger son petit. Jolene se leva, s'avança et posa sa main sur l'encolure de Midnight. La jument noire la regarda, ses yeux rougis par la fumée, mais plus sauvages de panique. Elle regarda Jolene comme si elle était la seule à pouvoir l'aider maintenant. Jolene parla, sa voix rauque à cause de la fumée. « Je suis là, je vais vous faire sortir. » Elle baissa les yeux sur Cole, pressé sous sa mère, tremblant. Elle devait les faire sortir tous les deux. Mais en regardant Midnight, épuisé après la mise bas, ses pattes tremblantes, et Cole, âgé de quelques heures seulement et incapable de se tenir debout de manière stable, Jolene sut que ce serait la partie la plus difficile que tout ce qu'elle avait jamais affronté. Au-dessus d'elle, le toit émit un long, lent et terrible craquement, comme un os qui se brise. Il commençait à s'effondrer. Jolene n'avait plus beaucoup de temps. Jolene regarda autour du box intérieur, cherchant une issue. L'entrée principale devant elle était complètement coupée par le feu le long du chemin qu'elle venait de parcourir en rampant. Mais à droite de la section, il y avait une porte latérale utilisée pour mener les chevaux au terrain d'entraînement. Elle s'en souvint. Les flammes n'avaient pas encore atteint ce côté car le vent soufflait dans la direction opposée, repoussant le feu vers l'entrée principale. C'était la seule sortie restante. Mais entre l'endroit où elle se tenait et cette porte, une grosse poutre en bois était tombée du plafond, barrant le passage, encore fumante. Jolene ne pouvait pas l'enjamber, et Midnight certainement pas. Pas après avoir mis bas, ses pattes faibles, son corps encore endolori. Jolene chercha quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour écarter la poutre. Ses yeux se posèrent sur une fourche à fumier accrochée au mur du box à quelques pas de là. Elle se jeta dessus, l'arracha et retourna à la poutre. Elle enfonça le bord de la fourche sous le bois et poussa de toutes ses forces. La poutre était plus lourde qu'elle ne l'avait prévu. Elle serra les dents, resserra ses deux mains sur le manche, cala un pied contre le sol et força plus fort. La poutre bougea, roula sur le côté d'un demi-mètre, juste assez pour ouvrir un passage étroit pour qu'un cheval puisse passer. La peau de ses paumes, déjà cloquée après avoir poussé le bois en feu dans le couloir, se déchira, piquant vivement. Elle ne regarda pas ses mains. Il n'y avait pas de temps pour la douleur. Jolene se retourna vers Midnight et saisit la longe au cou de la jument. Elle tira doucement, exhortant Midnight à avancer, mais Midnight ne bougea pas. La jument noire baissa la tête, son museau frôlant Cole là où il était couché contre ses pattes, puis leva son regard vers Jolene. Le regard dans ses yeux parlait plus clairement que n'importe quelle langue. Elle n'irait pas. Elle ne laisserait pas son poulain. Jolene tira plus fort. Midnight planta ses sabots, résistant. Son cou s'étirant vers Cole alors qu'elle poussait d'un cri court et sec. L'instinct d'une mère jument était plus fort que tout, plus fort que le feu, plus fort que la fumée, plus fort même que la peur de la mort. Midnight ne laisserait pas Cole. Peu importe la force avec laquelle Jolene tirait, la jument se débattait. Jolene s'arrêta, respirant rapidement, toussant durement. Elle regarda Midnight, Cole, les flammes se rapprochant chaque seconde. Elle les calcula rapidement. Cole était né il y a seulement quelques heures, ses pattes encore instables, son poids proche de 50 kg. Elle ne pouvait pas le porter tout en menant Midnight. Midnight était épuisée par la mise bas difficile, ses pattes tremblantes, à peine capable de marcher, encore moins de courir. Si elle essayait de les déplacer tous les deux en même temps, ils seraient tous les trois trop lents et aucun d'eux ne s'en sortirait. Mais si elle sortait Midnight d'abord, puis revenait pour Cole, il y avait encore une chance. Cole était couché dans le coin le plus profond du box, l'endroit où Midnight l'avait instinctivement poussé pour le protéger. Ce coin n'avait pas encore été atteint par les flammes, car il était le plus éloigné de la source du feu. Jolene pouvait revenir à temps. Elle devait revenir à temps. Jolene lâcha la corde et s'approcha de Midnight. Elle plaça ses deux mains de chaque côté de la tête de la jument, la tenant, tirant son visage près du sien. Elle pressa son front contre celui de Midnight et ferma les yeux, parlant doucement, sa voix stable et lente. Exactement la technique apaisante qu'elle avait apprise à l'école vétérinaire. Pas fort, pas précipité. Les chevaux pouvaient sentir la respiration, le rythme cardiaque, le calme ou la panique de la personne à côté d'eux. Si Jolene paniquait, Midnight suivrait. Elle devait rester calme, même si à l'intérieur, elle n'était pas calme du tout. « Écoute-moi » murmura Jolene.
sa voix rauque contre le museau de Midnight. « Je te sors d'abord, puis je reviens pour ton bébé. Je te le promets. Tu m'entends? Je te le promets. » Elle le répéta, lentement et uniformément. Son souffle se déplaçait, chaud et régulier, contre le nez de la jument. Seconde après seconde, elle sentit le corps de Midnight bouger sous ses mains. La tension dans le cou de la jument se relâcha légèrement. Sa respiration ralentit d'une fraction. Midnight n'était pas libérée de la peur, mais elle lui faisait confiance. Tout comme elle lui avait fait confiance pendant la naissance difficile quelques heures plus tôt, tout comme elle lui avait fait confiance pendant les 4 mois de soins. Jolene relâcha lentement la tête de Midnight, reprit la corde et tira doucement. Cette fois, Midnight avança, lente, lourde, un pas à la fois, ses pattes tremblantes, mais elle bougeait. La jument tourna la tête une fois de plus pour regarder Cole, poussant un cri doux et douloureux que seule une mère donne à son petit. Puis, elle continua, le laissant derrière elle. Jolene mena Midnight à travers l'ouverture étroite qu'elle avait dégagée, restant près du mur droit, se dirigeant vers la porte latérale. La fumée était si épaisse qu'elle ne voyait rien derrière elle. Elle ne savait pas ce qui arrivait à Cole dans le coin. Elle savait seulement qu'elle devait d'abord sortir Midnight, puis revenir. Chaque pas de Midnight était laborieux. La jument trébuchait, manquant de s'effondrer plus d'une fois. Jolene cala son épaule contre le cou de Midnight, moitié la menant, moitié la poussant. Les deux luttant pour avancer à travers la fumée. Enfin, la porte latérale apparut. Jolene la poussa, et l'air de la nuit se précipita contre son visage, assez pur pour lui donner envie de pleurer. Elle mena Midnight dehors sur l'herbe. Au moment où la jument franchit le seuil, ses pattes fléchirent et elle s'effondra sur le sol, respirant en halètement saccadé. Le personnel du domaine s'était réveillé au bruit et à la lueur du feu. Plusieurs personnes coururent vers eux, l'un d'eux saisissant la corde de Midnight et éloignant la jument de l'écurie en feu. Jolene se tenait sur l'herbe, respirant difficilement, toussant violemment, et elle se retourna vers l'écurie. Les flammes avaient déjà couvert la majeure partie du toit, la lumière du feu projetant une lueur féroce sur la large cour. Ses yeux cherchèrent à travers le brasier, cherchant la petite forme noire pour laquelle elle avait promis de revenir. Cole, elle ne le voyait pas. Le poulain était toujours à l'intérieur, dans le coin le plus profond de l'écurie en feu, seul. Jolene se tenait sur l'herbe, les yeux fixés sur la porte latérale qu'elle venait d'utiliser pour faire sortir Midnight. Elle compta. Midnight était là. Les 3 chevaux des box extérieurs étaient blottis ensemble, près de la clôture lointaine. Mais Cole n'était pas là. Elle se tourna vers Midnight, regarda autour des pattes de la mère épuisée qui haletait sur l'herbe. Rien. Cole n'était pas sorti derrière elle. Le poulain était toujours là-dedans, dans ce coin sombre et profond où Midnight l'avait poussé par pur instinct pour le protéger. Quand Jolene avait fait sortir Midnight, la fumée était si épaisse qu'elle ne voyait rien derrière elle. Elle avait pensé que Cole suivrait sa mère. Elle avait pensé que l'instinct pousserait le petit poulain après elle. Mais Cole était né il y a seulement quelques heures, ses pattes encore trop faibles pour le porter de manière stable. Il ne pouvait suivre personne. Il était toujours là, seul à l'intérieur de l'écurie en feu. Midnight comprit avant Jolene. La jument noire, couchée sur l'herbe, leva soudain la tête, huma l'air et se tourna vers l'écurie. Ses yeux cherchèrent la petite forme noire qui aurait dû être à côté d'elle. Elle n'était pas là. Midnight essaya de se relever, ses 4 pattes tremblantes, s'effondrant de nouveau, puis se forçant à se relever une fois de plus. Elle venait de mettre bas. Elle était épuisée. Son corps n'avait pas récupéré, mais elle essayait quand même. Elle se mit sur ses pattes, chancelante, puis se tourna et se jeta en direction de l'écurie. Le garde qui tenait sa longe fut tiré en avant si fort qu'il faillit tomber. Jolene se précipita, ses 2 mains saisissant la corde avec le garde, tirant Midnight en arrière. La jument se débattit avec une force que personne n'aurait cru qu'elle possédait encore après une naissance si difficile. Elle planta ses sabots, tirant en arrière et tirant son cou vers l'écurie en feu, puis elle hurla. Ce cri ne ressemblait à aucun son que Jolene avait entendu en 4 mois au domaine Crane. Ce n'était pas un cri de panique. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était le cri d'une mère appelant son enfant, long, aigu, déchirant la nuit, se propageant à travers tout le domaine, de l'écurie jusqu'à la maison principale. Ce cri contenait tout ce que le langage humain ne pouvait nommer.
La terreur de perdre un enfant, le désespoir d'un corps trop brisé pour charger dans le feu, et qui essayait pourtant. Un plaidoyer fait sans savoir qui pourrait l'entendre. Le cri monta, se brisa et remonta. Midnight tira sur la corde, ses sabots griffant l'herbe, arrachant des bandes de terre. Le garde se cramponna à la corde. Jolene se cramponna de l'autre côté. Et ce n'est qu'ensemble qu'ils purent empêcher la jument de s'emballer. De plus en plus de membres du personnel sortirent en courant. Quelqu'un cria d'appeler les pompiers. Quelqu'un cria pour de l'eau. Un des gardes courut vers Jolene, regarda l'écurie en feu et hurla. « Le toit est sur le point de s'effondrer. Personne n'entre. Vous m'entendez? Personne n'entre. » Le toit continuait d'émettre un craquement constant. Le centre avait déjà commencé à s'affaisser, les flammes le couvrant d'un bout à l'autre. N'importe qui pouvait voir que l'écurie ne tiendrait pas longtemps. Entrer maintenant serait un suicide. Jolene se tenait au milieu de l'herbe, tenant toujours la corde de Midnight, ses yeux sur l'écurie. Elle entendit tout. Les gens criant de ne pas entrer, le toit gémissant, le feu rugissant, et Midnight appelant son bébé encore et encore sans s'arrêter. La jument noire tirait sur la corde dans les mains de Jolene. Le blanc de ses yeux visibles, son museau pointé vers la porte de l'écurie d'où des vagues de feu sortaient. Elle voulait entrer. Elle mourrait si elle entrait, mais elle voulait quand même y aller parce que son bébé était là-dedans. Jolene regarda Midnight, regarda dans les yeux d'une mère, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle comprenait plus clairement que quiconque sur cette pelouse ce soir. Elle savait ce que c'était que de perdre une mère. Elle savait ce que c'était que de rester là et de regarder quelqu'un que vous aimiez s'en aller alors que vous ne pouviez rien faire. Elle ne voulait pas que Midnight connaisse ce sentiment. Aucun cheval ne devrait connaître ce sentiment. Aucune créature vivante ne le devrait. Jolene lâcha la corde. Le garde sursauta, l'attrapant à deux mains, la regardant sans comprendre. Jolene s'éloigna de la foule grandissante du personnel du domaine et marcha droit vers l'écurie. Quelqu'un cria derrière elle. Elle n'écouta pas. Quelqu'un courut après elle et tendit la main pour la retenir. Elle s'en défit. Elle continua, sans courir, sans se presser, ses pas réguliers, comme quelqu'un qui avait déjà pris sa décision et ne pouvait en être détourné. Elle s'arrêta à la porte latérale où les flammes avaient commencé à lécher le cadre. Elle se retourna et regarda Midnight une dernière fois. La jument avait cessé de se débattre contre la corde. Elle se tenait immobile, la regardant comme si elle comprenait ce que Jolene s'apprêtait à faire. Jolene parla, sa voix assez forte pour que Midnight l'entende, assez douce pour que personne d'autre ne puisse la distinguer clairement. « Je ramène ton bébé. » Puis elle se tourna, baissa la tête et courut dans l'écurie en feu. Après d'une heure du domaine Crane, Beckett était assis au volant, les yeux fixés droit devant. La réunion avec son partenaire commercial était terminée, rapide et nette comme toujours. Harris était assis sur le siège passager, notant quelques points à suivre après la réunion. La voiture roulait régulièrement sur la route de nuit déserte. L'espace à l'intérieur était silencieux. Puis le téléphone de Harris vibra. Harris décrocha, écouta, et son visage changea de couleur. Il ne parla pas pendant quelques secondes, écouta seulement, puis mit fin à l'appel et se tourna vers Beckett. L'écurie est en feu. C'est grave. La sécurité vient de le découvrir. Beckett ne tourna pas la tête. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne demanda pas que le message soit répété. Sa voix était plate, froide comme la route en béton sous les pneus. « Appelez les pompiers. Je rentre maintenant. » Il accéléra mais garda toujours le contrôle de la voiture. Harris appela les pompiers, donna l'adresse, décrivit la situation. Beckett conduisait les deux mains sur le volant, les yeux ne clignant pas. Si quelqu'un l'avait regardé à ce moment-là, il aurait pensé qu'il était calme. Mais Harris connaissait Beckett depuis plus de 10 ans. Il remarqua une petite chose qu'aucun étranger n'aurait vue. Les doigts de Beckett étaient serrés sur le volant assez fort pour devenir blancs. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Harris vibra une deuxième fois. Il répondit, écouta, et cette fois il ferma les yeux une seconde avant de se tourner vers Beckett. Midnight est piégé à l'intérieur. Le feu s'est propagé à sa section de l'écurie. Ils ne l'ont pas sorti. Beckett ne dit rien, pas un mot, mais son pied appuya plus fort sur l'accélérateur et la voiture bondit en avant. Et pour la première fois cette nuit-là, son visage changea. Pas de beaucoup. Sa mâchoire se serra. Les tendons de son cou se dessinèrent nettement.
Et dans ses yeux froids, qui ne laissaient jamais paraître d'émotion, il y avait quelque chose de différent maintenant. Pas de la peur. Beckett Crane n'avait pas peur, mais quelque chose de plus profond que la peur, de plus ancien que la peur, vivant à l'endroit qu'il avait enterré et scellé depuis le jour de la mort de sa mère. Midnight était la dernière chose que sa mère lui avait laissée, et elle était piégée dans le feu. Harris jeta un coup d'œil au compteur de vitesse. L'aiguille avait largement dépassé le point où il se sentait à l'aise. Il ne dit rien car il savait que tout ce qu'il dirait maintenant serait inutile. Beckett ne ralentirait pas, ni pour le code de la route, ni pour le danger, ni pour rien au monde. La voiture déchira la nuit, ses phares fendant l'obscurité devant elle. Puis le téléphone vibra une troisième fois. Harris répondit. Cette fois, il écouta plus longtemps. Son visage passa de la tension à une expression que même lui n'aurait pas pu nommer. Il baissa le téléphone, se tourna vers Beckett et parla plus lentement maintenant, pesant chaque mot. La fille aux chevaux, elle a sorti Midnight. Midnight est en sécurité. Beckett prit une courte inspiration par le nez, si faible qu'elle était presque impossible à entendre. Mais Harris n'avait pas fini. Mais le poulain est toujours piégé à l'intérieur, et elle est retournée dans l'écurie pour le sauver. Le toit est sur le point de s'effondrer. Personne n'ose entrer après elle. Silence. Silence absolu dans la voiture. Aucun bruit de moteur, aucun vent, rien ne semblait pouvoir pénétrer ce silence. Ou peut-être y avait-il du son, mais Beckett ne pouvait plus rien entendre. Puis la voiture bondit violemment en avant. Beckett enfonça l'accélérateur jusqu'au plancher. Harris fut projeté en arrière dans son siège, une main agrippant la portière si fort que ses jointures lui faisaient mal. Le compteur de vitesse grimpa jusqu'à un chiffre que Harris n'avait jamais vu sur cette voiture. Et Harris, l'homme qui avait suivi Beckett dans chaque affaire dangereuse, chaque nuit la plus longue, chaque décision impitoyable, regarda son employeur et vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu en plus de 10 ans. Beckett Crane avait peur. Pas peur pour Midnight. Midnight était en sécurité. Il avait peur pour la fille aux chevaux qui avait couru dans une écurie en feu pour sauver un poulain qu'elle n'avait aucune obligation de sauver. Harris ne dit rien. Il s'accrocha à son siège et laissa Beckett conduire. De l'extérieur, les gens debout sur l'herbe virent une silhouette jaillir de la porte latérale de l'écurie en feu. Personne n'eut le temps de réagir. La jeune fille serrait quelque chose enveloppé dans une couverture. Elle traversa l'embrasure enflammée, fit 2 ou 3 pas sur l'herbe, puis s'effondra. Ses genoux heurtèrent dans le sol en premier, puis le reste de son corps bascula en avant, son visage heurtant l'herbe. Ses bras restèrent verrouillés autour de la couverture, tenant Cole jusqu'au moment où son corps toucha le sol, et ce n'est qu'alors que ses mains s'ouvrirent. Cole roula sur le côté à côté d'elle, toujours enveloppé dans la couverture, et poussa un faible cri. Vivant. Le garde le plus proche l'atteignit en premier. Il retourna Jolene sur le dos et se figea une seconde en voyant son visage. La peau de Jolene était devenue d'une pâleur mortelle. Non pas à cause de la cendre à la surface, mais d'un manque d'oxygène profond, le genre de gris qui semble monter de l'intérieur du corps. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres entr'ouvertes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant si faiblement que ce n'était visible que si l'on regardait de près. Elle avait inhalé trop de fumée. Ses 2 mains étaient gravement brûlées. La peau cloquée, fendue et craquelée de ses paumes jusqu'à ses poignets et ses avant-bras. Un côté de ses cheveux avait été raccourci par le feu, beaucoup plus court que l'autre. Le garde cria à quelqu'un d'apporter la trousse de premier secours, puis tomba à genoux à côté d'elle et tourna sa tête sur le côté pour que ses voies respiratoires ne soient pas bloquées. De plus en plus de membres du personnel du domaine arrivèrent en courant. Quelqu'un apporta de l'eau, quelqu'un apporta une couverture propre, quelqu'un appela une ambulance. Une personne s'agenouilla à côté de Cole, ouvrit la couverture enroulée autour du poulain et le vérifia. Cole gisait sur l'herbe, ses 4 pattes repliées sous son ventre, tremblant. Son pelage noir était saupoudré de cendres grises mais pas brûlé. La couverture dans laquelle Jolene l'avait enveloppé l'avait protégé à travers le mur de feu à la porte. La jeune fille avait utilisé son propre corps comme bouclier, ses mains exposées agrippant fermement la couverture, encaissant le plus gros des flammes à la place du poulain. Plus loin, Midnight se tenait là où un garde tenait toujours sa longe, et à environ 20 pas de Jolene.
La jument noire avait cessé de se débattre contre la corde dès l'instant où elle avait vu Jolene sortir de l'écurie. Elle se tenait immobile, le cou tendu, les yeux fixés sur la silhouette allongée sur l'herbe. Puis elle entendit Cole pleurer. La voix de son bébé. Midnight tira si fort sur la corde que le garde la lâcha, craignant que la traction ne déchire la bouche de la jument. Midnight commença à bouger, ses pattes encore tremblantes, instables. Mais chaque pas la portait vers Jolene et Cole. Personne n'osa l'arrêter. La grande jument noire venait de mettre bas. Pourtant, il y avait encore en elle une force qui faisait que les gens s'écartaient sans réfléchir. Midnight arriva à côté de Jolene. Elle baissa la tête, toucha de son museau le visage de la jeune fille inconsciente et la frotta doucement. Lentement, tendrement, le museau chaud de la jument se pressa contre la joue de Jolene, contre son front, puis de nouveau sur sa joue. C'était exactement la façon dont Jolene avait tenu la tête de Midnight à l'intérieur de l'écurie en feu, pressant son propre visage contre celui du cheval et murmurant des mots de réconfort. Alors, Jolene l'avait fait pour sauver Midnight. Maintenant, Midnight le faisait à côté de la fille qui les avait sauvés, elle et son bébé. Personne n'avait appris cela au cheval. Il n'y avait eu ni cours ni technique, seulement l'instinct d'une créature vivante se tenant à côté de celle en qui elle avait confiance, celle qui avait porté son enfant hors du feu. Cole entendit la respiration de sa mère à proximité et commença à ramper. Ses petites pattes grattaient l'herbe, faibles mais déterminées, le faisant avancer centimètre par centimètre. Le poulain se cala entre sa mère et Jolene, s'enroulant contre les pattes de Midnight, sa tête reposant sur le bras de la jeune fille inconsciente. Midnight baissa la tête pour lécher le front de Cole, puis poussa de nouveau son museau dans les cheveux de Jolene, comme si dans l'esprit de la jument, cette fille et son bébé appartenaient au même endroit. Les trois reposaient ensemble sur l'herbe, la jument noire, épuisée mais toujours debout, la tête penchée protectriquement sur eux. Le poulain nouveau-né, minuscule et enroulé entre sa mère et la fille. Et la fille elle-même, allongée inconsciente, le visage gris, les mains brûlées, les cheveux roussis, mais respirant encore. Faiblement, mais respirant encore. Autour d'eux, le personnel du domaine se tenait et regardait. Personne ne parlait. Le garde, qui criait quelques instants plus tôt que personne n'était autorisé à l'intérieur, se tenait maintenant silencieux, les yeux baissés vers la file sur l'herbe. Les jardiniers étaient sortis en courant des dépendances et se tenaient maintenant au bord de la foule, n'osant pas s'approcher. Quelqu'un leva une main et s'essuya les yeux avant de se détourner. Les gardes de Beckett Crane, des hommes choisis précisément parce qu'ils n'étaient pas censés d'avoir le cœur tendre, se tenaient en silence, regardant la mère jument presser son museau contre le visage de la fille aux chevaux. Personne ne trouvait de mots. Il y a des moments où le langage humain devient inutile, et c'en était un. Derrière eux, l'écurie s'effondra complètement. Le toit s'écrasa avec un bruit de tonnerre qui roula sur tout le domaine, projetant une colonne de feu et d'étincelles dans le ciel nocturne. Si Jolene avait été 10 secondes plus lente, elle et Cole auraient été ensevelis sous ces décombres. 10 secondes. La distance entre la vie et la mort ce soir n'avait été que de 10 secondes. Quelqu'un dit doucement. « Les pompiers arrivent. » Quelqu'un d'autre demanda. « A-t-on appelé M. Crane? » Le chef des gardes hocha la tête, la voix rauque. « Harris a déjà appelé. Il est en route. » Puis le silence s'installa de nouveau sur eux. Ils restèrent là, regardant Midnight rester à côté de Jolene, la tête baissée, son museau reposant légèrement sur l'épaule de la fille, son souffle tombant sur le visage de la jeune fille inconsciente. Comme si elle montait la garde sur son sommeil, comme si elle disait, de la seule manière qu'un cheval sait le dire, « Je suis là, je ne vais nulle part. Reste allongé. Je suis là. » La voiture noire déchira les portes du domaine Crane si vite que le gravier vola dans les deux sens. Les phares balayèrent les arbres et Beckett les vit immédiatement. Les deux gardes à la porte étaient à terre, l'un affalé à gauche de l'entrée, l'autre face contre terre à droite, tous deux inconscients. Beckett freina brusquement et la voiture s'arrêta au milieu de l'allée. Il regarda les deux gardes, regarda les portes grandes ouvertes, et dans son esprit, chaque pièce se mit en place en moins d'une seconde. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un défaut électrique. C'était une attaque délibérée. Quelqu'un était entré dans son domaine. Tourmamen avait neutralisé ses hommes et avait mis le feu à sa propriété. Beckett sortit de la voiture.
chaque sens de son corps passant à l'état d'alerte aiguisé qu'il avait entraîné pendant plus de 10 ans dans la pègre, où toute obscurité pouvait dissimuler une menace. Harris sortit du côté passager et se plaça juste derrière lui, ses yeux balayant les lieux. Mais Beckett ne s'arrêta pas à la porte. Il passa rapidement devant les gardes inconscients et entra directement dans le domaine. Devant, la lueur du feu tachait le ciel de rouge derrière la maison principale. Il contourna le coin du domaine, arriva dans les jardins arrière et vit l'écurie. Ou plutôt, il vit ce qui avait été l'écurie. Un tas de bois brûlé encore en feu. Le toit complètement effondré. Seuls quelques poteaux nus restaient debout au milieu des décombres noircis, avec de faibles langues de feu léchant les derniers fragments de bois. La fumée noire s'enroulait vers le ciel nocturne. Les camions de pompiers n'étaient pas encore arrivés. L'écurie que sa mère avait construite, l'endroit où Midnight avait vécu pendant des années, n'était plus que cendre. Beckett resta immobile une seconde. Puis ses yeux balayèrent l'herbe, cherchant. Il vit les 3 chevaux regroupés près de la clôture lointaine. Puis il vit Midnight. La jument noire se tenait au milieu de la pelouse, ses pattes tremblantes, sa tête baissée. Et sous Midnight, sur l'herbe, il vit 2 choses. Une petite forme noire enroulée dans une couverture et une personne allongée sur le dos, immobile, avec plusieurs membres du personnel agenouillés autour d'elle, essayant de lui porter secours. Beckett courut. Pas marcher vite, pas pressé, il courut. Beckett Crane courut à travers l'herbe et Harris courut après lui, et aucun des 2 hommes ne dit un mot. Beckett atteignit Jolene en quelques secondes. Le membre du personnel qui essayait de l'aider leva les yeux, vit le patron et s'écarta rapidement. Beckett tomba à genoux à côté de Jolene. Il la regarda. Son visage était gris, pas gris de cendre à la surface, mais gris de l'intérieur. Cette couleur qui appartient à un corps privé d'oxygène. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres entr'ouvertes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant si faiblement qu'il était presque impossible de le voir. Ses 2 mains étaient gravement brûlées, la peau cloquée allant de ses doigts jusqu'à ses avant-bras. Un côté de ses cheveux avait été brûlé court, roussi presque jusqu'au cuir chevelu. Elle gisait là, sur l'herbe, au milieu de la nuit, à côté de la mère jument et du poulain qu'elle venait de risquer sa vie pour sortir du feu. Beckett tourna les yeux vers Midnight. La jument noire se tenait juste là, la tête baissée, son museau reposant sur l'épaule de Jolene, ses yeux sur lui. Vivante. Midnight était vivante. Puis Beckett baissa les yeux sur la petite forme enroulée dans la couverture à côté de Jolene. Cole, le minuscule poulain noir, tremblait mais respirait. Vivant. Ils étaient tous les 2 vivants. Et la fille allongée inconsciente sur l'herbe était celle qui avait fait ça. Beckett regarda de nouveau Jolene. Il comprit. Il n'avait besoin de personne pour lui expliquer. Il n'avait pas besoin qu'on lui raconte l'histoire depuis le début. Il regarda ses mains brûlées, ses cheveux roussis, la cendre couvrant son visage, et il comprit tout. Cette fille avait couru dans l'écurie en feu. Pas une fois, plus d'une fois, elle avait sorti Midnight. Puis elle était retournée pour Cole. Elle avait porté le poulain à travers les flammes, et elle avait fait tout cela non pas parce qu'elle avait peur de Beckett Crane. Elle n'avait pas peur de lui. Elle n'avait même pas pensé à lui pendant que le feu brûlait. Elle l'avait fait pour Midnight, pour Cole, pour le cheval qu'elle brossait tous les jours, et le poulain qu'elle avait mis au monde de ses propres mains quelques heures plus tôt. Pour cette seule raison. Aucun calcul, aucune négociation, aucune raison, sauf qu'elle ne pouvait pas les laisser derrière. Les mains de Beckett tremblaient, il les regarda et vit le tremblement en elle, et il ne pouvait pas l'arrêter. C'étaient les mains qui avaient signé les ordres, mettant fin à plus de carrières qu'il ne voulait en compter. Les mains qui avaient tenu un volant fermement à travers chaque poursuite. Des mains qui n'avaient jamais tremblé devant personne, en aucune circonstance. Et maintenant, elles tremblaient à côté d'une fille aux chevaux inconsciente, allongée sur l'herbe. Beckett sortit son téléphone et passa l'appel. Sa voix était courte, sèche, n'admettant aucun refus. Hélicoptère médical, domaine Crane, tout de suite. Il mit fin à l'appel. Pas d'explication, pas de demande, un ordre. Parce que c'était la seule façon que Beckett Crane connaissait pour gérer quoi que ce soit. Mais après la fin de l'appel, il ne se leva pas. Il resta à genoux là, à côté de Jolene, regardant le faible soulèvement et abaissement de sa poitrine.
Il compta chaque souffle. 1, 2, 3. Chaque souffle était la preuve qu'elle était encore en vie. Chaque espace entre un souffle et le suivant était la plus longue période de temps qu'il ait jamais connue. Harris se tenait à quelques pas derrière lui. Il regarda son employeur agenouillé sur l'herbe à côté d'une fille que, seulement 12 heures plus tôt, Beckett avait qualifiée de la fille aux chevaux de cette même voix plate et sans émotion. Harris avait suivi Beckett pendant plus de 10 ans. Il avait vu Beckett affronter les ennemis les plus dangereux sans même bouger. Il l'avait vu prendre les décisions les plus cruelles sans le moindre changement d'expression. Mais il n'avait jamais, pas une seule fois, vu Beckett Crane s'agenouiller devant qui que ce soit. Jusqu'à ce soir. Harris détourna le visage et regarda ailleurs. Il y a des choses que même le bras droit le plus loyal sait qu'il ne devrait pas regarder trop longtemps. Alors il monta la garde là, le dos tourné à Beckett, les yeux sur l'obscurité, donnant à son employeur quelques minutes sans témoin. Quelques minutes pendant lesquelles Beckett Crane n'avait pas à être le patron. Seulement un homme agenouillé à côté de la fille qui venait de sauver la chose la plus précieuse de sa vie, comptant chacun de ses souffles et priant pour que le suivant vienne. L'hélicoptère médical atteignit le domaine Crane moins de 20 minutes après l'appel de Beckett. L'équipe médicale sauta, plaça Jolene sur une civière, lui mit un masque à oxygène sur le visage et posa une perfusion dans le bras qui n'avait pas été brûlé. Beckett resta là, les regardant transporter Jolene dans l'hélicoptère, les rotors fouettant l'herbe et la cendre dans l'air en rafales violentes. L'appareil décolla, sa lumière rouge clignotant de plus en plus petite dans le ciel nocturne jusqu'à disparaître. Beckett resta là quelques secondes de plus, regardant cette lumière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la voir. Puis il se retourna. Les camions de pompiers étaient arrivés, trop tard. L'écurie s'était effondrée depuis longtemps. Les pompiers arrosaient d'eau les décombres fumants. Éteignant les dernières poches de flammes, le personnel du domaine avait déplacé Midnight et Cole dans les boxes auxiliaires derrière la maison principale, un abri temporaire où ils seraient en sécurité. Les 3 chevaux extérieurs avaient été ramenés près de la clôture avec des gens postés pour les surveiller. Tout était géré. Mais Beckett ne se souciait pas de gérer les choses. Il se dirigea vers les cendres. Harris le suivit sans demander ce qu'il faisait. Il savait que Beckett n'était pas le genre d'homme à s'asseoir et à attendre des réponses. Il sortait et les trouvait lui-même. Beckett entra dans les restes de l'écurie effondrée. La cendre était encore chaude et il pouvait sentir la chaleur à travers les semelles de ses chaussures. Il se pencha et utilisa ses mains nues pour balayer couche après couche de cendre, retournant des morceaux de bois brûlés, cherchant. Les semaines qui avaient tremblé à côté de Jolene 20 minutes plus tôt étaient de nouveau stables maintenant. Précise, déterminée. Beckett Crane était de retour. Il n'était plus l'homme agenouillé sur l'herbe à compter les respirations. Maintenant, il était le patron en chasse. Il le trouva près de la porte de l'écurie. Un briquet Zippo en argent, noirci de suie mais toujours intact. Beckett le ramassa et le nettoya avec son pouce. Les 2 initiales gravées apparurent en sous la suie. S. Perry Stokes. Beckett regarda ces 2 lettres et son visage devint de glace. Pas de la colère. La colère est chaude. Quelque chose qui s'enflamme puis s'éteint. Ce qui se lisait sur le visage de Beckett maintenant était plus froid que ça. C'était de la certitude. Il savait qui avait fait ça, et il savait pourquoi le briquet avait été laissé là, juste à côté de la porte, l'endroit le plus facile pour le trouver. Stokes ne l'avait pas fait tomber. Stokes l'avait laissé derrière lui délibérément. Il voulait que Beckett sache, c'était une déclaration de guerre. Beckett se releva, le Zippo à la main, et se tourna vers Harris. Sa voix était plate, chaque mot tombant comme une pierre. Il connaît le système de sécurité parce qu'il m'a aidé à le construire. Il connaît les horaires. Il connaît les angles morts des caméras. Il sait tout parce que je lui ai fait assez confiance pour le laisser tout savoir. Beckett baissa les yeux sur le briquet dans sa main. Je l'ai épargné une fois. Il y a 6 mois, quand j'ai découvert qu'il blanchissait de l'argent dans mon dos. Je l'ai écarté, mais je l'ai laissé vivre. Je pensais que 6 ans à mes côtés valaient bien un acte de pitié. Il fit une pause. C'était une erreur. Harris ne dit rien. Il n'avait pas besoin de demander ce que son employeur avait l'intention de faire ensuite. La réponse était déjà là, dans les yeux de Beckett, froide et certaine comme l'acier. Cette même nuit, alors que les cendres de l'écurie rougeoyaient encore et que Jolene était toujours allongée sur une table de traitement d'urgence dans un hôpital à plusieurs kilomètres de là,
Beckett Crane alla voir Perry Stokes. Il n'amena pas d'armée avec lui. Il n'en avait pas besoin. Il n'y avait que Beckett et Harris se rendant à l'endroit où Stokes séjournait, entrant comme s'ils entraient dans leur propre maison. Stokes était assis dans la pièce quand Beckett entra, et il sourit. C'était le sourire narquois d'un homme qui croyait avoir gagné. Alors, tous tes chevaux sont morts, dit-il en se penchant en arrière dans sa chaise, le défi écrit sur tout son visage. Ça fait mal, Crane? Beckett ne répondit pas. Il tira la chaise en face de Stokes et s'assit lentement. Puis il posa le zippo en argent sur la table entre eux. Le bruit du métal touchant le bois était doux, mais aigu dans la pièce silencieuse. Beckett regarda Stokes et ne dit rien. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Stokes souriait toujours, mais le sourire commença à se durcir au coin de sa bouche. 40 secondes. Stokes regarda le zippo. Puis de nouveau Beckett et réalisa que Beckett n'était pas en colère. Il ne criait pas, il ne le menaçait pas. Il était seulement assis là, le regardant. Et c'est à ce moment-là que Stokes commença à avoir peur, car il connaissait Beckett Crane depuis assez longtemps pour comprendre ceci. Quand Beckett criait, il était encore en sécurité. Quand Beckett était silencieux, tout avait déjà été décidé. Puis Beckett parla. Sa voix était calme, égale, inchangée. Les chevaux ont tous survécu. Stokes cligna des yeux. Le sourire disparut. La fille aux chevaux les a tous sauvés. Elle a couru dans l'écurie en feu 3 fois. La dernière fois, elle a porté le poulain à travers le feu dans ses bras. Le toit s'est effondré juste derrière elle. Beckett fit une pause. Elle a failli mourir à cause de toi. Un autre long silence. Puis Beckett dit de cette même voix légère, « Je ne t'épargnerai pas une seconde fois. » Beckett se leva, repoussa la chaise à sa place, se tourna et sortit de la pièce. Il ne regarda pas en arrière, il n'en avait pas besoin. La porte se referma derrière lui, et ce fut la dernière fois que quiconque dans la pègre de la côte Est revit Perry Stokes. Il disparut. Personne ne sut où il était allé. Personne ne demanda, et personne n'osa demander. Dans le monde de Beckett Crane, il y a des questions que les gens sages savent qu'il vaut mieux ne pas poser à voix haute. Jolene était allongée dans le meilleur hôpital privé de la région de Virginie, dans une chambre individuelle à un étage supérieur avec une fenêtre donnant sur une rangée d'arbres. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là. Elle ne savait pas qui avait payé pour une chambre comme celle-ci. Elle ne savait pas pourquoi il y avait toujours un homme en costume assis devant sa porte, 24 heures sur 24. Elle avait seulement que lorsqu'elle avait ouvert les yeux pour la première fois après la nuit de l'incendie, ses 2 mains étaient enveloppées de bandages blancs, de ses doigts à ses coudes. Sa gorge la brûlait à cause de la fumée qu'elle avait inhalée, et un côté de ses cheveux avait été coupé court parce qu'il avait été roussi. L'infirmière lui dit qu'elle avait été inconsciente pendant presque 2 jours. Elle demanda des nouvelles de Midnight et de Cole. L'infirmière ne savait pas. Elle demanda de nouveau. Personne ne pouvait lui répondre. Elle se rallongea, fixant le plafond, et ce vieux sentiment familier d'impuissance revint. La même impuissance qu'elle pensait avoir laissée derrière elle dans l'écurie avec le feu. Ce que Jolene ne savait pas, c'est que chaque nuit, après le changement de service des infirmières et que le couloir de l'hôpital était devenu silencieux, Beckett Crane entrait dans sa chambre. Il venait pendant qu'elle dormait, s'asseyait sur la chaise dans le coin et y restait. Il ne faisait rien. Il ne regardait pas son téléphone. Il ne s'occupait pas de ses affaires. Il était seulement assis dans l'obscurité, regardant la fille allongée dans le lit de l'hôpital avec les 2 bras enveloppés de bandages, écoutant le rythme régulier du moniteur cardiaque. Il restait là jusqu'à l'approche de l'aube, puis se levait et partait avant qu'elle ne se réveille. Pendant 2 nuits de suite, Beckett vint et repartit ainsi, et Jolene ne le sut jamais. Pendant ces 2 nuits, Beckett ne fit pas que s'asseoir. Il demanda à Harris de se renseigner sur Jolene Marsh. Pas le genre d'enquête qu'il ordonnait habituellement sur ses ennemis ou ses subordonnés. Il voulait que Harris apprenne à la connaître. Harris lui rapporta un dossier mince, car il n'y avait pas grand-chose dans la vie de Jolene à transformer en dossier. Né dans une petite ville, père ouvrier du bâtiment, mort dans un accident de chantier alors qu'elle était en 2e année d'école vétérinaire. Sa mère tomba gravement malade et Jolene quitta l'école pour s'occuper d'elle, acceptant n'importe quel travail pour payer les dettes médicales. Sa mère mourut 2 ans plus tard. Jolene avait 24 ans, sans famille, sans diplôme, sans maison.
Elle passa d'un travail pénible à un autre jusqu'à ce qu'elle soit embauchée pour s'occuper des chevaux au domaine Crane 4 mois plus tôt. C'était tout. Une vie entière qui tenait à peine sur une page. Beckett finit de lire. Il posa le dossier et ne dit rien. Puis il prit son téléphone et passa un appel. Pas à Harris, pas à un partenaire commercial. Il appela l'université que Jolene avait autrefois fréquentée et parla à quelqu'un des admissions. L'appel dura moins de 5 minutes. Beckett Crane ne demanda pas. Il ne supplia pas. Il arrangea. Et quand Beckett Crane arrangeait quelque chose, c'était arrangé. La troisième nuit, Beckett entra dans la chambre d'hôpital comme il l'avait fait les 2 nuits précédentes. Pas silencieux, chaise tirée dans le coin, assis dans le noir. Mais cette nuit, Jolene ne dormait pas. Elle était réveillée avant qu'il n'entre. Elle entendit la porte s'ouvrir, les pas légers, le grincement de la chaise. Elle resta immobile, les yeux à peine ouverts, regardant la silhouette assise dans le coin de la pièce, et elle reconnut de qui il s'agissait. Jolene resta immobile un peu plus longtemps, observant Beckett dans le noir. Il était assis le dos droit, les 2 mains posées sur ses cuisses, ses yeux tournés vers elle sans bouger, comme une statue ou un garde montant la garde. Finalement, Jolene parla, sa voix rauque car sa gorge lui faisait encore mal. « Depuis combien de temps êtes-vous assis là? » Beckett ne sursauta pas. Peut-être savait-il qu'elle était réveillée, peut-être pas. Il ne répondit pas à cette question. « Midnight va bien, dit-il. Cole va bien. Ils sont tous les 2 dans l'écurie auxiliaire. On s'occupe d'eux. » Jolene ferma les yeux et prit une profonde inspiration. D'accord. Ils allaient bien. C'était la seule chose qu'elle avait besoin d'entendre depuis son réveil. Elle ouvrit les yeux et regarda Beckett. « Pourquoi êtes-vous ici? » Silence. Il s'étira entre eux. Dans la pièce, il n'y avait que le bip régulier du moniteur cardiaque. Beckett regarda vers la fenêtre, vers les arbres à l'extérieur de l'hôpital. Puis de nouveau vers Jolene, et pour la première fois, il parla de quelque chose dont il n'avait jamais parlé à personne d'autre qu'à lui-même. « Ma mère a élevé Midnight depuis le jour de sa naissance, » dit Beckett, sa voix basse et lente. Rien à voir avec la voix de commandement que Harris et les gardes avaient l'habitude d'entendre. Elle a été malade pendant les dernières années. Avant de mourir, elle m'a demandé de garder Midnight en sécurité. Elle a dit que ce cheval était la seule chose qu'elle laissait derrière elle qui était encore pure. Il fit une pause. Le silence qui suivit dura plusieurs battements de cœur sur le moniteur. J'ai tenu ma parole, mais je ne pouvais pas m'occuper d'elle comme ma mère le faisait. Je ne suis pas faite pour ça. Puis vous êtes arrivé, il regarda Jolene. Vous avez failli mourir en la sauvant, en sauvant son poulain. Je vous dois quelque chose que je ne sais pas comment rembourser. Beckett se leva, se dirigea vers la table à côté du lit d'hôpital et y posa une petite boîte enveloppée de tissu noir. Puis il resta là, sans s'asseoir de nouveau, sans sortir, seulement debout à côté du lit et regardant Jolene. « Ouvrez-la, dit-il. » Jolene regarda la boîte, puis Beckett. Utilisant la main la moins gravement brûlée, elle souleva maladroitement le couvercle avec ses doigts bandés. À l'intérieur, reposant sur le tissu noir, se trouvait un bracelet en argent. Sur sa face était gravé un petit cheval et en dessous la marque de la famille Crane, le symbole qu'elle avait vu sur les portes du domaine, sur la voiture de Beckett, sur tout ce qui appartenait à son empire. « Désormais, vous appartenez à la maison Crane, » dit Beckett, sa voix retrouvant cette immobilité plate et sans émotion, comme s'il avait refermé la porte qu'il avait ouverte pendant quelques brefs instants. « Personne n'a le droit de vous toucher. » Jolene regarda le bracelet, regarda le cheval gravé dans l'argent. Puis elle leva les yeux vers Beckett. Elle ne pleura pas. Elle ne le remercia pas. Elle ne dit rien de grandiose. Elle le regarda seulement. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que Beckett n'avait pas l'habitude de recevoir. De la compréhension. Elle comprenait que l'homme qui se tenait devant elle ne savait pas dire merci. Il ne savait pas montrer que quelqu'un comptait. Il ne savait que protéger. Et ce bracelet, cette phrase, c'était tout ce qu'il savait donner. Dans le monde de Beckett Crane, les mots « personne n'a le droit de vous toucher » pesaient plus lourd que n'importe quel merci, plus lourd que l'argent, plus lourd qu'une promesse. Car il signifiait que tout son empire de la pègre, tout le pouvoir, toute la peur qu'il avait mis plus de 10 ans à construire, se tiendrait désormais derrière la fille aux chevaux de 24 ans, qui n'avait rien à son nom sauf des mains brûlées et un rêve inachevé. Jolene fit un petit signe de tête.
Juste un signe de tête et ce fut suffisant. Beckett se tourna, sortit de la pièce, et la porte se referma doucement derrière lui sans un bruit. Jolene resta allongée là, regardant le bracelet en argent dans sa main, ses doigts bandés et touchant légèrement le cheval gravé sur l'argent. Dehors, l'aube était presque là. 3 mois plus tard, la nouvelle écurie se dressait à l'endroit exact où l'ancienne avait été, mais tout en elle était différent. Plus solide, plus grande, construite en briques et en acier au lieu de bois. Elle abritait le système de protection incendie le plus avancé que l'argent puisse acheter. Arroseur automatique, détecteur de fumée, alarme connectée directement à la caserne des pompiers. Harris avait un jour plaisanté en disant que la nouvelle écurie était plus sûre que le bureau de Beckett. Beckett n'avait pas ri. Il avait seulement dit « c'est exact ». Jolene retourna travailler au domaine Crane quand les médecins le permirent. Ses mains avaient guéri, mais des cicatrices de brûlure s'étendaient de ses poignets à ses coudes, roses pâles et striées, ne redevenant jamais ce qu'elles avaient été avant. Ses cheveux avaient repoussé du côté qui avait brûlé, mais plus court que l'autre. Alors, elle coupa tout pour que ce soit la sortie. Elle ne cachait pas les cicatrices. Elle ne portait pas de manches longues. Elle ne les enveloppait pas de bandages. Elle les laissait voir chaque fois qu'elle tenait une brosse, chaque fois qu'elle saisissait une longe, chaque fois qu'elle posait sa main sur l'encolure d'un cheval. Ce n'étaient pas des marques d'un accident. C'était la preuve qu'elle avait fait ce qui était juste. Cole avait 3 mois maintenant. Il n'était plus la créature minuscule et tremblante sur la paille cette nuit-là. Le poulain noir se tenait fermement sur ses 4 pattes, pouvait courir, pouvait pousser pour avoir de la nourriture avec de petites poussées impatientes de sa tête. Mais Cole avait une habitude que personne ne pouvait expliquer. Chaque matin, quand Jolene entrait dans l'écurie, il courait vers elle en premier, avant même qu'elle ait le temps de poser ses affaires. Le poulain pressait sa tête contre le bras avec les cicatrices de brûlure, son museau reposant contre cette peau pâle et striée de son poignet à son coude. Chaque matin, sans faute. Comme s'il se souvenait que ses mains l'avaient porté hors du feu. Comme si sous les cicatrices, il y avait une odeur que lui seul pouvait reconnaître. L'odeur de celle qui l'avait sauvée. Ce matin-là, Jolene était assise sur l'herbe devant la nouvelle écurie. Cole était couché à côté d'elle, sa tête reposant sur ses genoux, les yeux mi-clos. Midnight se tenait juste derrière elle, grande et calme, son cou baissé, son souffle chaud brossant doucement les cheveux de Jolene. Elle était assise entre les 2 chevaux, son bras cicatrisé reposant sur le cou de Cole, son autre main tournant nonchalamment un brin d'herbe. Autour de son poignet, le bracelet en argent gravé d'un cheval captait la lumière du petit matin. Beckett sortit de la porte arrière du domaine et descendit vers l'écurie. Il s'arrêta à la porte et regarda à l'intérieur. Jolene ne le vit pas. Elle souriait parce que Cole venait de lever la tête pour lui donner un coup de tête à l'épaule pour avoir de la nourriture, puis l'avait reposé sur ses genoux pendant qu'elle lui caressait le museau. Midnight se tenait immobile, sa respiration lente et régulière contre les cheveux de Jolene, paisible comme si la nuit de l'incendie n'avait jamais eu lieu. Harris se tenait à côté de Beckett et demanda doucement « Voulez-vous que je l'appelle pour un rapport sur les chevaux ?» Beckett ne regarda pas Harris. Ses yeux restèrent sur l'herbe, sur la fille assise entre les 2 chevaux noirs. « Laissez-la tranquille, dit-il. Harris fut légèrement surpris, mais ne demanda rien de plus. Il hocha la tête et recula. Beckett resta à la porte un instant de plus, puis se tourna et retourna vers la maison. Harris se déplaça à ses côtés, commençant à réciter l'emploi du temps de la journée, la réunion avec les partenaires, les chiffres à gérer. Beckett écoutait, hochait la tête, se replongeant dans le rythme d'un homme qui contrôlait tout. Son monde n'avait pas changé. C'était toujours le pouvoir, toujours le calcul, toujours des décisions que les gens ordinaires n'oseraient pas envisager. Mais lorsqu'il atteignit les marches de l'entrée arrière, Beckett s'arrêta. Il tourna la tête et regarda de nouveau vers l'écurie. De là-haut, il vit Jolene sourire, Cole la poussant pour avoir de la nourriture, et Midnight se tenant à côté d'elle comme une mère patiente. Beckett Crane ne sourit pas. Son visage resta froid, immobile. Le même visage que toute la pègre de la côte Est craignait. Mais il resta là quelques secondes de plus longtemps que nécessaire. Plus longtemps qu'un chef de la mafia ne devrait en accorder à qui que ce soit. Puis il entra. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à aimer et à partager
pour que plus de gens puissent l'entendre. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons toujours savoir ce que vous avez sur le cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les histoires que nous vous proposons chaque jour. Nous souhaitons à tous ceux qui nous regardent une bonne santé, une vie joyeuse et la paix au quotidien. Au revoir et à la prochaine vidéo.